Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous allons parler des lignes de base conformément à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Avant de commencer, n'oubliez pas de me soutenir en vous abonnant et en likant ma vidéo si vous aimez mon travail. Afin de tracer les délimitations maritimes entre les différents espaces, le point de départ en partant de l'état côtier est matérialisé par la ligne de base. Nous verrons quelles règles s'appliquent à son tracé pour ensuite pouvoir positionner la mer territoriale jusqu'à 12 000 marins maximum, la zone économique exclusive jusqu'à 200 000 marins maximum, et ensuite le plateau continental et l'extension du plateau continental s'il y a. Les lignes de base peuvent être tracées à partir de deux critères, soit la laisse de basse mer, soit par le moyen du tracé de ligne de base droite. Ainsi, l'article 5, intitulé Ligne de base normale qui utilise la laisse de basse mer, énonce le principe que, sauf disposition contraire de la Convention, la ligne de base normale à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale est la laisse de basse mer le long de la côte, telle qu'elle est indiquée sur les cartes marines à grande échelle reconnues officiellement par l'État côtier. Cette méthode se fonde sur les marées, puisque la laisse de basse mer correspond à la ligne mathématique de coefficient 120 ou le zéro des cartes marines. La seconde méthode est définie par l'article 7, intitulé Ligne de base droite. Celui-ci indique que, là où la côte est profondément échancrée et découpée, ou s'il existe un chapelet d'îles le long de la côte, à proximité immédiate de celle-ci, la méthode des lignes de base droite reliant des points appropriés peut être employée pour tracer la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale. Là où la côte est extrêmement instable en raison de la présence d'un delta et d'autres caractéristiques naturelles, les points appropriés peuvent être choisis le long de la laisse de basse mer la plus avancée et, même en cas de recul ultérieur de la laisse de basse mer, ces lignes de base droite restent en vigueur tant qu'elles n'ont pas été modifiées par l'État côtier. Le tracé des lignes de base droite ne doit pas s'écarter sensiblement de la direction générale de la côte et les étendues de mer situées en deçà doivent être suffisamment liées au domaine terrestre pour être soumises au régime des eaux intérieures. Les lignes de base droite ne doivent pas être tirées vers ou depuis des hauts fonds découvrants, à moins que des phares ou des installations similaires émergées en permanence n'y aient été construits ou que le tracé de telles lignes de base droite n'ait fait l'objet d'une reconnaissance internationale générale. Par ailleurs, il est indiqué qu'il peut être tenu compte pour l'établissement de certaines lignes de base des intérêts économiques propres à la région considérée dont la réalité et l'importance sont manifestement attestées par un long usage. En effet, le droit ne doit pas être une science appliquée strictement, mais en tant qu'il a de nombreuses répercussions, il doit chercher l'équité. Le fait de pouvoir simplifier un tracé en traçant un segment de ligne de base droite a été consacré par l'arrêt de la Cour internationale de justice de 1951 relatif à l'affaire anglo-norvégienne des pêcheries, tout en rappelant que c'est la terre qui confère à l'État riverain un droit sur les eaux qui baignent ses côtes. Voici donc le principe. Il faut ensuite l'appliquer à des cas concrets. Or, la limite terre-mer est un espace naturel qui peut être de nombreuses natures, une plage droite étant le cas simple, mais que faire lorsqu'on rencontre l'embouchure d'un fleuve, une baie, une côte rocheuse et irrégulière ou encore des îles et îlots? Dans le cas des récifs, l'article 6 prévoit l'emploi de la méthode des lignes de base droite lorsqu'il s'agit de parties insulaires, d'une formation atolienne ou d'îles bordées de récifs frangeants, la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale et la laisse de basse mer sur le récif côté large, telle qu'elle est indiquée sur les cartes marines reconnues officiellement par l'État côtier. Ainsi, si les côtes sont très découpées ou en présence de chapelets d'îles, il s'agit de tracer une ligne entre les différents points de la côte. La ligne tracée doit suivre la direction générale de la côte et la zone ainsi définie doit être suffisamment liée au domaine terrestre. Dans le cas de l'embouchure des fleuves sans estuaire, prévue à l'article 9, la méthode de la laisse de basse mer est employée.
Si un fleuve se jette dans la mer sans former d'estuaire, la ligne de base est une ligne droite tracée à travers l'embouchure du fleuve entre les points limites de la laisse de basse mer sur les rives. Le cas des baies prévu à l'article 10 prévoit une différence selon que la baie fasse plus ou moins de 24 000 marins de largeur. Dans le premier cas, elle sera considérée comme faisant partie des eaux intérieures et dans le second de la mer territoriale. En ce qui concerne les ports, qui sont des infrastructures qui occupent la mer, faut-il les considérer comme faisant partie de la côte? L'article 11 répond à cette question par l'affirmative, en prévoyant que les installations permanentes faisant partie intégrante d'un système portuaire qui s'avance le plus vers le large sont considérées comme faisant partie de la côte. En revanche, une exception est prévue pour les installations situées au large des côtes et les îles artificielles. Celles-ci ne sont pas considérées comme des installations portuaires permanentes et ne permettent donc pas à l'État côtier d'étendre sa souveraineté. À noter que l'article 60 intitulé Îles artificielles, installations et ouvrages dans la zone économique exclusive rappelle que les îles artificielles, installations et ouvrages n'ont pas le statut d'île et ne donnent ainsi pas droit à l'établissement de lignes de base et a fortiori à la revendication d'une mer territoriale, etc. Qu'en est-il des rades, ces grands bassins naturels ou artificiels ayant issue libre vers la mer et où les navires peuvent mouiller? L'article 12 prévoit que lorsqu'elles servent habituellement au chargement, au déchargement et au mouillage des navires, les rades qui normalement se trouveraient entièrement ou partiellement au-delà de la limite extérieure de la mer territoriale sont considérées comme faisant partie de la mer territoriale. Ensuite, quelles règles s'appliquent en ce qui concerne les hauts fonds découvrants, ces élévations naturelles de terrain qui sont entourées par la mer, découvertes à marée basse et recouvertes à marée haute? L'article 13 énonce que lorsque des hauts fonds découvrants se trouvent entièrement ou en partie à une distance du continent ou d'une île ne dépassant pas la largeur de la mer territoriale, la laisse de basse mer sur ces hauts fonds peut être prise comme ligne de base pour mesurer la largeur de la mer territoriale. À l'inverse, lorsque des hauts fonds découvrants se trouvent entièrement à une distance du continent ou d'une île qui dépasse la largeur de la mer territoriale, ils n'ont pas de mer territoriale qui leur soit propre. Enfin, comment faire dans le cas d'un archipel, c'est-à-dire un chapelet d'îles? L'article 47 traite des lignes de base archipélagiques. Il est assez technique et nous aurons donc le plaisir d'y revenir dans une prochaine vidéo. Il indique en substance qu'un État archipel peut tracer des lignes de base archipélagiques droites reliant les points extrêmes des îles les plus éloignées et des récifs découvrants de l'archipel, sous condition de rapport de la superficie des eaux à celle des terres, qui doit être compris entre 1,1 et 1,9 et de longueur de ces lignes de base qui ne doit pas excéder 100 000 marins sauf exception. Ce tracé, comme dans le cas d'une côte échancrée, ne doit pas s'écarter sensiblement du contour général de l'archipel. Il doit également prendre en compte l'accès des autres États à la mer. Un État archipel ne peut appliquer la méthode du tracé de ses lignes de base d'une manière telle que la mer territoriale d'un autre État se trouve coupée de la haute mer ou d'une zone économique exclusive. Ainsi, plusieurs méthodes sont présentées. Les lignes de base droite et les lignes de base normale. Comme indique l'article 14, ces deux méthodes peuvent être combinées au gré de la ligne de base d'un État, qui peut donc choisir pour chaque endroit quelle est la méthode qui lui est la plus avantageuse, de la même façon que pour l'extension du plateau continental, qui se base sur deux méthodes également. L'État côtier peut, en fonction des différentes situations, établir les lignes de base selon une ou plusieurs des méthodes prévues dans les articles précédents. Ainsi, nous pouvons observer qu'établir des lignes de base demande une rigueur scientifique et que de nombreuses méthodes peuvent être appliquées et combinées en fonction de la géographie du littoral. Cependant, ce trait de côte, qui est calculé bien souvent à partir de la laisse de basse mer, risque fort d'évoluer en raison du réchauffement climatique à l'origine d'une élévation du niveau de la mer. De nombreux littoraux sont menacés à plus ou moins long terme par ce phénomène, comme le Tuvalu qui risque d'être le premier État au monde à disparaître. La montée des eaux impliquera des problèmes sociaux et économiques, puisque 11% de la population mondiale vit dans une zone côtière de basse altitude et que 14% du PIB mondial y est produit.
J'espère que cette vidéo vous aura été instructive et que vous apprécierez également les prochains épisodes. À bientôt dans une nouvelle vidéo.